J'ai le grand plaisir de vous présenter Alan Thiel, qui va pour la troisième fois aujourd'hui nous présenter le même sujet. Les petites bêtes, ça l'intéresse. Il est biologiste, il a fait un master, ou je ne sais plus quoi ce qu'il a fait, mais il a beaucoup travaillé en tout cas. Et il a fait beaucoup d'analyses, méta-revues, etc. Et il va nous parler des insectes. Et je ne vais pas la faire plus longue, je lui laisse la place parce qu'il est empressé de commencer. Voilà. Merci Guy. Et, je vais commencer. Donc, le sujet pour commencer, c'est les effets biologiques des champs électromagnétiques sur les insectes. Et j'ai publié une revue systématique et méta-analyse là-dessus. Et je vais directement, on va directement aller dans la thématique. Qui n'a pas directement à voir. Le déclin des insectes a été clairement documenté pour la première fois dans les réserves naturelles allemandes en 2017. Et pour ce faire, dans ces réserves naturelles qu'on peut voir dans l'image à gauche, on a installé des pièges malaises. Google avait fait piège à malaise, mais non, c'est pas correct. C'est des pièges malaises parce que le chercheur avait le nom de malaise. Ah, comment ça s'écrit? Comme malaise, mais c'était son nom. Ah, ben il y a un malaise alors. Les pièges fonctionnent avec une tente où les insectes vont voler en haut, et puis il y a un piège avec de l'alcool, les insectes tombent dedans et ils meurent, et puis on peut les collecter. Monsieur Guy avait décrit que j'aime beaucoup les insectes, c'est pas exactement le cas, mais quand j'ai étudié la biologie, j'ai trouvé que je ne pouvais pas faire des expériences avec des rats ou des grenouilles, les tuer sans sens, alors que les insectes, c'est moins grave. Donc, C'est pour ça qu'ils disparaissent. en partie, peut-être, oui, c'est un des problèmes, qu'on n'a pas autant de respect pour les petites créatures. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en Allemagne et dans les réserves naturelles? Un grand déclin depuis le commencement des mesurements dans les années 1999 jusqu'au dernier mesurement en 2017. Il y a eu une baisse, pendant 27 ans, il y a eu une baisse de 75% de la biomasse, c'est-à-dire de la masse des insectes qu'on a trouvés dans les pièges. On ne les compte pas, mais on mesure par balance, c'est plus simple de quantifier. Cette observation, ainsi que de nombreuses autres réalisées depuis lors, indiquent un déclin significatif des populations d'insectes. Selon des études plus récentes, les nombres sont de 9% par décennie, comme moyenne mondiale, ou de 47% durant 36 ans, calculés sur 21 sites en Europe. Les causes sont connues en grande partie. C'est pas difficile d'y croire. La cause majeure, c'est l'intensification de l'agriculture et l'utilisation de pesticides. Puis, comme facteur secondaire, la perte d'habitat, introduction de nouvelles espèces. Ici, une graphique d'une étude qui a essayé de compter le nombre de populations sur le déclin des insectes par cause connue. Et comme on peut le voir, les causes que j'ai énumérées, l'agriculture intensive, les pesticides, etc., sont de premier ordre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des autres causes. Et on a une catégorie de 3% qui contient probablement des choses comme des produits chimiques qui ne sont pas directement des pesticides, comme des disrupteurs endocriniens. Et on pourrait aussi y ajouter les champs électromagnétiques
Donc 3%, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus. Alors que déjà en 1999, un symposium de l'ICNIR et de l'Office fédéral allemand de protection contre les radiations avait appelé à la réalisation d'études sur les effets sur les animaux et les insectes, avec ces lignes. Parmi les thèmes spécifiques à aborder, on peut citer l'exposition aux champs électromagnétiques des animaux, des plantes et des organismes marins, effets d'orientation et de migration sur les oiseaux et les organismes marins, changement de comportement chez les insectes. Mais cela n'a pas eu de conséquences. Et 24 ans plus tard, c'est quoi l'acronyme? Le Comité économique et social européen, CESE, a demandé que des études soient à nouveau réalisées. Par cette formulation, le comité demande qu'une étude de l'Union européenne fournisse des données précises sur les effets des rayonnements électromagnétiques émis par les antennes de télécommunications sur les pollinisateurs sauvages dans leur habitat naturel et sur les mesures politiques nécessaires pour assurer une protection efficace des pollinisateurs. C'est bien formulé au niveau européen, mais il n'y a pas eu beaucoup de réactions jusqu'à présent. Il y a encore plus de textes légaux que je vais omettre. Maintenant, c'est quoi les rayonnements électromagnétiques ou les champs électromagnétiques? Je pense que vous connaissez un peu, donc je vais continuer. Il y a une dame qui veut bien les explications. Ah, ok. Il y a juste. Donc, Alors là, je suis là pour ça. Oui, d'accord, c'est juste une conférence spéciale, quoi. En fait. Alors oui, bah, on doit juste voir avant. Un petit rappel. Ici, c'est une image qui montre tout le spectre électromagnétique qui contient la lumière visible. Puis en dessous de la lumière visible, il y a l'infrarouge, les micro-ondes. Les micro-ondes, c'est la catégorie des portables et Wi-Fi. Et puis plus en bas, il y aura des radiofréquences qui étaient utilisées dans le temps pour la télévision, radio. C'est encore utilisé un peu, je pense. Et puis les fréquences les basses fréquences qui sont émises par les câbles électriques ou ça va comment Les lignes à haute tension. les lignes à haute tension, c'est ça. Et puis, de l'autre côté, donc ici, je vais seulement parler des hautes fréquences et des basses fréquences, pas de la lumière visible, pas de la radioactivité. Ouais. Alors, existe-t-il d'autres arguments en dehors de la question du déclin des populations d'insectes pour justifier l'intérêt de mener des recherches sur les effets des champs électromagnétiques sur les insectes? Et oui, il y a plusieurs arguments. Les abeilles, les bourdons, les guêpes, etc. peuvent percevoir les champs électriques et magnétiques. Il y a beaucoup d'études en laboratoire qui attestent des effets nocifs sur les insectes. Les expositions, par exemple par les stations de base, et à 5G ou 6G, seront encore plus élevées, ou c'est ce qu'on doit s'attendre dans l'avenir. Les insectes sont d'excellents cobayes comparés avec les rats et les humains. Ils ont un temps de génération court, c'est facile à faire des expériences avec, il n'y a pas de grands problèmes éthiques. Les effets des champs électromagnétiques sur les insectes au niveau cellulaire peuvent être transposés aux animaux et aux humains. Parce qu'au niveau cellulaire, ça fonctionne plus ou moins c'est les mêmes mécanismes cellulaires chez pratiquement toutes les formes de vie et certainement tous les animaux, tous les insectes et vertébrés. Est-ce que je peux te poser tout de suite une question? Oui. Pourquoi est-ce que les chercheurs
ne se sont pas emparés de cette question, puisqu'en 1999 et 2018, il y a eu un appel à projet à recherche. Est-ce que tu sais pourquoi il y a eu si peu de réponses? À ton avis, je dis bien sûr. Donc, bon, je vais le formuler de cette façon. Je sais qu'il y avait des groupes de recherche en Amérique et en Europe qui ont commencé à faire des recherches et quand ils ont trouvé des résultats qui ne plaisaient pas à des acteurs que je ne vais pas nommer, les recherches ont été abolies. Alors que ces recherches ont continué dans des pays communistes où les choses sont régulées d'une autre façon, ou aussi dans des pays comme l'Iran ou en Turquie. Mais je veux dire, ici aussi, ça a recommencé plusieurs fois. Plusieurs fois, ça a été bloqué. Il y a des chercheurs qui ont perdu leur réputation ou leur carrière a été détruite. Mais ce n'est pas seulement le cas chez les champs électromagnétiques, c'est le cas chez plein de thèmes controverses, comme on a vu dans les dernières années. Merci. Alors, en guise d'introduction au sujet, voici une photo d'une installation expérimentale avec des routeurs Wi-Fi et des ruches d'abeilles que j'ai utilisées dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à l'université de Freiburg. Et une étude récente de l'université de Hohenheim, réalisée par Trader en 2023, a utilisé un dispositif similaire. Il convient pour illustrer les procédures typiques de la recherche et la pertinence de cette recherche. Ici, une installation avec une configuration, une intensité de rayonnement similaire à celle d'un routeur Wi-Fi typique à une distance de 2 mètres a été utilisée. On pourrait également dire que cela correspond aux performances typiques à environ 100 mètres d'une station de base cellulaire en visibilité directe. Les chercheurs ont étudié le développement de ça, des laves, je ne sais pas exactement le terme. Et là, Des laves. Et ici, il y avait écrit couvain, mais je ne sais pas si c'est correct. Ah, ok. Donc, on n'a pas vu d'effet sur le nerf ou le couvain ou sur la longévité, mais on a trouvé un effet néfaste sur la capacité de retourner à la ruche. C'est d'orientation. Et ici, les détails. Ça, c'est le dispositif qui a été utilisé. Oui, ruche irradiée par Wi-Fi à une distance de 2 mètres. Et puis à côté, hors du rayonnement du Wi-Fi, on a mis oui, ruche contrôle. La capacité de retourner à la ruche d'abeilles exposée au Wi-Fi pendant 7 semaines ou 40 minutes. À gauche, c'est l'exposition pendant 7 semaines et à droite 40 minutes. Et ici, on peut voir que le nombre d'abeilles qui ne pouvaient pas retourner, il est beaucoup plus élevé que dans le cas de la contrôle. Contrôle, ça veut dire non irradié. Alors que pour 40 minutes, il n'y a pas de différence nette à avoir. Donc 7 semaines d'irradiation, et c'est un niveau d'irradiation faible, qui est considéré non thermique ou qui ne devrait pas avoir d'effet selon ce qui est considéré comme l'hypothèse acceptée pour le moment. Une autre étude, celle-là a été faite au Chili, utilisant des lignes de haute tension. Et on a observé les abeilles sous les lignes de haute tension, et il y avait 2 champs, et un champ, la ligne était coupée, n'était pas sous tension,
Et on a planté sous les lignes du pavot de Californie. Et puis on a observé les abeilles et aussi le développement du pavot pendant 2 ans ou 3 ans. Et la figure de gauche montre que pour les lignes sans électricité, il y a un off, la fréquence de visite des fleurs indiquée par les barres bleues ou vertes était la même à proximité, c'est en bleu, ou à une distance de 200 mètres de la ligne à haute tension. Donc s'il n'y a pas d'électricité dans la ligne, les abeilles volent de la même façon près ou loin de la ligne. Cependant, le comportement de pollinisation a changé radicalement lorsque les lignes électriques étaient sous tension. À proximité de la ligne électrique, à une distance de 20 mètres, la fréquence de visite a diminué de manière drastique, comme le montre la nette diminution des barres bleues ici. En d'autres termes, il n'y a pratiquement plus eu de visite de fleurs, ce qui a eu pour effet, comme le montre le graphique à droite ici, ça a eu l'effet de réduire considérablement la densité des pavots californiens étudiés l'année suivante. Donc, près de la ligne, l'année suivante, vu que l'année précédente, les fleurs n'étaient pas pollinisées, l'année après, il n'y avait plus de pavots, pratiquement plus, alors que dans le cas de la ligne sans tension, le pavot est resté constant. Il y avait la même quantité sous la ligne qu'écarté. Donc ça montre que ça a un effet cognitif sur soit la volonté, soit la capacité des abeilles de polliniser les fleurs. Pour une raison qui reste encore à déceler, les abeilles ne veulent plus ou ne peuvent plus correctement polliniser sous la ligne à haute tension. Ceci étaient des études individuelles, mais comment évaluer la situation globale? Et un rapport a été écrit en 2022 en Suisse. Je vais brièvement lire les contenus. Il est très probable que l'effet observé dans les études reflète l'effet réel. Les rayonnements non ionisants anthropiques constituent une menace potentielle pour les populations d'arthropodes car ils affectent la valeur sélective, la reproduction et le comportement des individus. Les conditions d'exposition dans lesquelles de tels effets se produisent ne sont pas claires. Les effets à plus grande échelle, population et écosystème sont inconnus. Si les effets des rayonnements non ionisants s'avéraient importants et généralisés, nous devrions nous attendre à une perturbation des écosystèmes. Et puis maintenant, le travail que moi-même j'ai fait, examen systématique des données. Je vais brièvement voir à travers les différentes étapes, avec des graphiques en particulier parce que sinon il y a trop de texte. Donc, j'ai fait une sélection des études, j'essaie de trouver toutes les études existantes sur les effets des champs électromagnétiques sur les insectes, sauf les études vraiment vieilles avec un texte crade ou je sais pas, c'est qui était trop vieille. Les études, je sais pas, 1900, j'ai arrêté en 1980, c'est ça, oui, j'ai commencé en 1980. La science a progressé beaucoup. Donc développement de la recherche sur les champs électromagnétiques chez les insectes, puis la répartition des études, les résultats et les conclusions. Ça, c'est le processus que j'ai utilisé pour d'un nombre de 700 études au début, d'atteindre le nombre final que j'ai inclus, c'était plus ou moins 120 études. Il y aura les diaporamas sur Internet si vous voulez regarder les détails. Même chose ici, c'est le processus d'évaluation de la qualité, plus ou moins, pour
exclure les études très mauvaises. J'essaie d'inclure le nombre maximal d'études parce que ça augmente les informations qu'on peut en tirer. Cette graphique illustre le développement de la recherche sur les champs électromagnétiques, le nombre d'études sur les insectes par année. Et comme on peut voir, c'était relativement à un niveau bas. C'est séparé entre champs électromagnétiques et sens magnétique pour les études qui observaient seulement l'orientation dans le champ magnétique des insectes. Alors que les autres études utilisaient des expositions au Wi-Fi ou haute ou basse fréquence. Le nombre d'études a commencé à grimper environ vers 2010. Et depuis, ça continue à grimper chaque année, ce qui est bien. Bon, le champ d'études est pas grand comparé avec les pesticides ou les autres champs. Mais avoir plus de 100 études, ça permet déjà d'en tirer des informations solides. Maintenant, ça illustre la répartition des expériences. Dans toutes les expériences de toutes les études qui faisaient partie du review, la plupart des études utilisaient des drosophiles ou des abeilles. Puis pour les autres insectes, c'est dans des pourcentages bas. Concernant le type de champ électromagnétique utilisé, la plupart des études utilisaient le téléphone portable ou le téléphone sans câble, sans fil, DECT. On dit comment en français, je sais. On dit DECT, aussi sans fil. Ah, ok, parfait. Générateur de signaux radiofréquences, c'est une façon d'émuler ou de simuler des sources comme le Wi-Fi ou le téléphone portable dans le laboratoire. Et puis les stations de base et encore d'autres catégories. Et ce qui est nommé ici comme système de bobine, c'est une émulation ou une réplique de ligne à haute tension parce que la plupart des chercheurs ont décidé que c'est un peu dangereux de travailler avec des lignes à haute tension, sauf si on fait des observations écologiques comme l'étude que j'avais montrée. Pour le reste, si on veut travailler en laboratoire, on prend des bobines à Helmholtz qui créent un champ magnétique qui est semblable à celui des lignes à haute tension. Si c'est assez semblable, c'est une question compliquée, mais ça semble être une bonne simulation. Ici, le pourcentage d'expériences réparties selon la direction de l'effet, c'est-à-dire si les expériences ont trouvé des effets bénéfiques, nocifs, aucun effet ou des effets incertains. Et la catégorie incertain, c'est pour les choses comme si un insecte bouge plus ou moins, ou commence à voler plus rapidement ou moins rapidement. Donc, c'est pas clair si c'est vraiment nocif ou si c'est bien. Oui, donc, ces expériences, je les ai classifiées comme incertains. Ce qu'on peut voir en général, c'est qu'il y a beaucoup plus d'expériences qui trouvent des effets nocifs que bénéfiques. Et puis, chez les champs électromagnétiques de basse fréquence, il y a plus d'expériences qui trouvent incertains. Ce qui, en général, c'était des effets sur le comportement. Comme avant, avec la pollinisation des abeilles, des abeilles qui ne pollinisaient plus sous les lignes de haute tension, ou qui ne retrouvent plus leur chemin. Alors qu'avec les champs électromagnétiques de haute fréquence, souvent on peut aussi directement prouver que l'effet est nocif dans le laboratoire en général. Oui, brièvement, les méthodes statistiques que j'ai utilisées. Donc, dans une grande table à Excel, j'avais listé toutes les expériences de toutes les études. Et une étude peut avoir plusieurs expériences. Comme l'étude ici, Manta 2013, il y avait 12 groupes expérimentaux. Et le diamant noir ici, c'est la moyenne avec l'intervalle de confiance. Et
Donc, l'idée, c'est on prend toutes les expériences, dans ce cas les études de DECT, et on essaie de voir quelle est la taille de l'effet et aussi est-ce que l'effet il est certain ou c'est moins certain. Et puis en premier, on calcule une moyenne pour chaque étude de toutes les expériences, des diamants noirs, et puis il y avait des études qui avaient seulement une expérience. Et puis ici, c'est la moyenne totale, qui est statistiquement calculée. Je n'ai pas besoin de le faire, sinon j'aurais besoin d'une année pour faire les calculs. Bon. Et la ligne ici, avec 1, ça différencie entre les expériences qui ont trouvé un effet bénéfique et celles qui ont trouvé un effet nocif. En rouge, c'est nocif et la moyenne des expériences DECT, c'est clairement du côté nocif avec une valeur autour de 1,5, ça veut dire ça correspond à 50% d'augmentation des variables ou des facteurs mesurés. Dans ce cas-là, par exemple, c'était stress oxydatif ou reproduction ou des choses comme ça. Si c'est oui, 50%, ça correspond à 50% de change, de différence entre un groupe contrôle et un groupe exposé. C'est un effet fort. Donc c'est un effet fort et c'est statistiquement valide dans ce cas. On peut en être certain que ça a des effets nocifs. Ici, les mêmes expériences ou études, avec toutes les expériences dans les études. On peut voir en tout, c'était 5 études. Ici, c'est un peu plus difficile à voir, vu que ça liste toutes les expériences aussi. Ici, ça liste la moyenne par étude et puis la moyenne de toutes les études. C'est environ au même niveau, 1,5. C'est notre méthode mathématique. J'ai fait la même chose avec encore 3 autres méthodes. Et puis ici, le truc en gras, c'est la moyenne des 5 méthodes d'estimation que j'ai utilisées. Bon, originalement, il y en avait seulement 2, mais j'en ai fait 5 maintenant parce que la statistique avait été critisée, que c'était trop négatif, mais utilisant plus d'autres méthodes, ça ne change pas le résultat original. Donc, j'y reste. En haut, on peut voir les données brutes des expériences pour les différentes catégories, station de base, ici, DECT, téléphone portable. Ça veut dire ici, c'est n égale 79, il y avait 79 expériences et les expériences qui sont hors du cadre, ils sont ici listés par des points, et puis la box, c'est la boîte. Boîte en français. C'est une façon de résumer tous les points de données avec une moyenne. Ici, c'est une ligne médiane. Ça, c'est les 25. La grandeur de la boîte, ça contient la plupart des expériences. Je pense que c'est 25 à 75%. Et puis ça, c'est les extraits. C'est une façon de réduire un grand nombre de points dans une boîte qui montre la répartition et la moyenne. Et en bas, c'est les moyennes calculées par méta-analyse, méthode mathématique, qui aussi prennent en compte les intervalles de confiance pour pouvoir dire ici, chez les stations de base, il y a un effet, mais il est incertain, vu que l'intervalle de confiance il est très grand et il se coupe avec la ligne 1. Et 1, c'est entre bénéfique et nuisible, donc on n'est pas certain que c'est vraiment nuisible ou bénéfique, ou on n'est pas certain. Mais ici, on est certain que c'est nuisible, dans tous les autres cas, DECT, téléphone mobile, générateur de signaux, système de bobine. Mais vu que la question importante pour les insectes, c'est de savoir si les stations de base sont néfastes. Je vais essayer de voir plus clair dans cette situation. Il y avait 51 expériences et je les ai groupées dans 2 groupes qui ont mesuré des effets différents. Et on va se concentrer en premier sur le premier groupe, en bas ici,
ce sont les expériences qui ont trouvé des effets négatifs sur la reproduction. Ok. Je pourrais encore expliquer. Donc, ici, il y avait 5 estimations. Maintenant, ici, on a 10 parce que j'ai coupé le nombre original de 51 expériences dans 2 groupes. Et chaque fois, j'ai recalculé. Donc, maintenant, il y a 10 estimations ici. On va les voir groupe par groupe. Ça devrait clarifier la situation. Donc, pour les premiers groupes, station de base, étude sur la reprotoxicité. Il y a 3 études. L'effet est relativement bas, de plus ou moins 10% de réduction de la reproduction. Oui, ça correspond à ça. Et on pourrait un peu critiquer vu que ça, une expérience a utilisé des champs très faibles et une autre expérience a seulement duré 48 heures. Donc c'est un peu normal qu'on n'ait peut-être pas trouvé d'effet fort. Et les stations de base, c'est les antennes, c'est ça? C'est les antennes de téléphonie mobile qui sont en dehors. Parce que il n'y aura pas tellement de risques que les insectes prennent du dommage d'un routeur Wi-Fi dans une maison ou d'un téléphone portable que s'ils sont près des stations qui sont dans la nature. Et maintenant, on va voir les stations de base, les études sur l'abondance et le comportement. Il y a une erreur ici, je ne sais pas exactement. Donc ce groupe ici, c'est les études sur l'abondance et le comportement. Et là, on a trouvé un effet relativement fort. Des études ici en haut et celle-ci c'est des études africaines. Elles ont trouvé près des stations de base qui avaient nettement moins d'insectes que plus bas. Et nettement moins, ça veut dire jusqu'à 14 fois moins près de la station base ou 7-6 fois moins. Ici, même encore plus. Disons, ça dépend de l'expérience. La première, c'était à 100 mètres comparé à 500 mètres, si je me souviens bien. Et la deuxième, il y avait... ils ont regardé près de la station base à 200 mètres et puis 1 km plus loin. Une étude semblable en Grèce a quand même trouvé que c'est plus compliqué parce qu'il y a des insectes qui vivent dans le sol, comme différentes sortes d'abeilles qui vivent dans le sol. Et celles-ci, on en a trouvé plus près de la station base, parce que ça leur fait rien, c'est simple. Ils sont protégés. Et vu que les autres insectes sont réduits, donc il y aura plus des insectes qui peuvent le tolérer. Mais bon, malheureusement, c'est seulement 5 études jusqu'à présent. Il faudra attendre qu'il y en ait encore plus. On a trouvé aussi des effets modestes, mais quand même présents sur le nombre d'abeilles qui retournent avec succès à la ruche. Donc, pour résumer, dans l'ensemble, la question de la toxicité des stations de base est donc complexe et difficile à évaluer, du moins en comparaison avec les études de laboratoire. Il est urgent de poursuivre les recherches dans ce domaine. Il est également important de ne pas se contenter d'examiner les résultats des effets des stations de base, mais de tirer les conclusions des études en laboratoire sur les effets possibles sur le terrain. Vu que pratiquement sans exception, si on peut trouver quelque chose qui est néfaste dans le laboratoire, ce sera aussi néfaste dans la réalité. Étant donné que les stations de base utilisent le même rayonnement que les téléphones cellulaires, on peut s'attendre à un effet identique aux mêmes intensités de champ, ce qui correspond à un effet important. Toutefois, les intensités de champ à l'extérieur sont inférieures à celles généralement observées dans les études de laboratoire.
Les études disponibles à ce jour indiquent une nocivité comparable à celle du dispositif haute fréquence en laboratoire, mais avec de larges intervalles de confiance et sans certitude statistique. Ces incertitudes doivent donc encore être clarifiées par des futures études. Ah, oh, ok. Bon. Pour encore une fois illustrer le dilemme, donc, pour les études de laboratoire, on a utilisé des intensités fortes, environ 100 milliwatts par mètre carré, et la nocivité des appareils est prouvée en laboratoire, alors que la nocivité des stations de base sur le terrain est incertaine ou difficile à classer pour le moment. On ne sait pas comment les insectes, comment ils vont voler, combien réellement ils vont s'attraper. À une distance de 100 mètres, le niveau est quand même nettement inférieur que directement à côté d'un téléphone portable. Et bon, il y a trop peu d'expérience pour le moment pour pouvoir dire exactement. Dans le futur, pour les insectes, d'après cette étude de l'Union, d'un groupe qui travaille pour l'Union européenne, si on augmente les fréquences, comme c'est la volonté pour 5G et 6G, les insectes vont absorber plus d'énergie. Donc les effets seront pires que pour le moment. Alors que chez l'être humain, ce n'est pas encore clair. Mais chez les insectes, on peut prouver par modélisation, parce que les petits objets sont des meilleures antennes, absorbent plus les hautes fréquences. Bon, une autre étude qui montre plus ou moins la même chose. Et maintenant, oui, c'est quoi saisir les menaces réelles pour les pollinisateurs ou les insectes volants. C'est quoi l'estimation de la situation où je suis arrivé? C'est celle que, selon des expériences de laboratoire, la dose nocive est probablement d'environ 2 volts par mètre ou 10 milliwatts par mètre carré pour une exposition de plusieurs heures, alors que pour une exposition de 100 milliwatts par mètre carré, déjà après 1 minute, c'est nocif pour les insectes. Donc c'est une dynamique relativement compliquée. Pour les stations de base, pour le moment c'est difficile, il y a beaucoup de standards, il y a beaucoup d'antennes, il y a peu de cartes environnementales pour les chercheurs, c'est un peu... Pour le futur, il faudra essayer d'approximer le vol des insectes, comprendre combien un insecte volant près d'une station de base va absorber pour pouvoir dire si c'est néfaste ou non, ou quand ce sera néfaste, après quelle durée d'exposition, etc. On a besoin de plus d'études sur le terrain. Et c'est aussi ce que ces personnes de Belgique qui travaillent pour l'Union européenne disent. Ils recommandent de financer la recherche sur l'exposition aux champs électromagnétiques pour une politique basée sur des preuves. Et deuxièmement, exiger une surveillance systématique des champs électromagnétiques environnementaux, car cette exposition est susceptible d'évoluer. Et puis, encore plus de texte légal, vous épargnez. Et bon, au final, la nocivité des champs électromagnétiques sur les insectes est prouvée avec certitude en laboratoire, bien en deçà des valeurs limites pour l'homme, supposées sur le terrain, mais pas encore assurées. Il faut plus d'études sur le terrain et on verra plus clair. Et ce serait bien si les agences environnementales publient des cartes de pollution électromagnétique et assurent la transparence. C'est aussi bien pour les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité. Et l'industrie possède déjà ces cartes, donc les responsables politiques devraient faire en sorte que ces données environnementales soient disponibles.